Bon, top. Bonjour à tous. Juste avant de commencer la presse, j'aimerais faire une petite précision, parce qu'on est à 3 jours des élections présidentielles au Sénégal, et il s'avère que je m'appelle pareil que le fils du président du Sénégal. Donc je ne suis pas le fils du président du Sénégal, je ne veux pas de problème. Voilà. Donc moi j'ai le permis de conduire, mais j'ai jamais conduit de Lamborghini comme le fils du président du Sénégal. Je suis juste un développeur, et je travaille pour une société que vous connaissez peut-être, la société Air France. Et là, je me rends compte que je n'ai pas de notes. Donc, je travaille pour une équipe qui s'appelle Tech, et dont la mission principale, c'est d'aider les développeurs à développer de meilleures applications. Donc, on leur fournit du support, des outils, du coaching, de la doc, etc. Et au sein de l'équipe Tech ici, nous, on a une petite équipe front-end. Donc, moi, je suis tech lead de l'équipe front-end. Et on a quelques challenges. Premièrement, on fait beaucoup de support. Et quand on fait du support, on a des développeurs qui arrivent avec des projets qu'on ne reconnaît pas en fait. Parce qu'ils ont généré un projet avec Angular CLI, après chacun est parti de son côté. Du coup, pour nous, le support, c'est super difficile. La maintenabilité des applications, c'est galère. Et aussi, on ne capitalise pas au niveau des compétences. L'autre problème, c'est qu'on a un starter kit. Un développeur qui arrive, on lui dit, bon, pour développer une application à Air France KLM, il faut suivre cette doc qui est sur Confluence, qui est d'ailleurs un outil magnifique pour faire de la doc. Je vous conseille de l'utiliser. C'est super difficile à mettre en place, toute cette doc. Après, le problème qui se pose, c'est le partage de code. Déjà, nous, on fournit des libs aux développeurs, donc c'était super difficile ça à mettre en place. Donc il y a 1 an, par exemple, c'était super galère. Et il y a plein de développeurs qui viennent nous voir pour nous dire, ben nous, au sein de notre ligne de produit, on a du code à partager, comment on fait? Super difficile. Et ça, j'ai mis Angular 42 parce que vous le savez peut-être, tous les 6 mois, il y a une nouvelle version de Angular. Donc tous les 6 mois, il faut qu'on mette à jour toute notre doc sur Confluence, magnifique. Faut qu'on mette en place, faut qu'on mette à jour toutes nos libs. Donc on a, je ne sais pas combien de libs, allez, supposons 5 libs, donc on fait le travail 5 fois pour mettre à jour les libs, il y a des bugs, bon. Et là, ben, le CLI Angular nous aide à réussir notre mission, c'est-à-dire nous, équipe front-end, aider les développeurs à faire de meilleures applis en Angular. C'est pour ça que moi, j'ai le plaisir de vous parler du CLI, en particulier les nouveautés, parce que toutes les nouveautés dont on va parler aujourd'hui nous aident à mener à bien notre mission. Donc, ces nouveautés, c'est les workspaces, les librairies, les architectes, les schématiques. Bon, 3 points de suspension, on verra. Alors, les workspaces. Qu'est-ce qu'un workspace? En fait, un workspace, c'est l'environnement dans lequel est développé des applications Angular, communément appelées des projets Angular. Donc, dans un workspace, on a un ou plusieurs projets. Quand on a un seul projet dans le workspace, on est en mode multi-repo. Donc, quand j'ai répété, mes collègues m'ont dit « Vous vous êtes trompé sur les termes, vous avez un projet et vous parlez de multi-repo ». Je ne me suis pas trompé parce que je parle de dépôt Git. Quand on a un seul dépôt Git avec toutes nos applications, on parle de monorepo. Et quand on a plusieurs dépôts Git, pour chaque application, on est en mode, du coup, multi-repo. OK, quel type de projet on peut avoir dans un workspace? On peut avoir une application. Donc, une application, c'est quelque chose qui est déployable sur un serveur, par exemple, pour ceux qui font du back-end, Tomcat. Ou une librairie. Donc, une librairie, c'est un ensemble de fichiers qu'on va publier sur NPM. OK. Pour moi, un workspace Angular, c'est ces fichiers-là, c'est 7 fichiers-là. Donc, editor config, readme, etc. Et il y a un fichier en particulier, le angular.json. Donc, c'est là où on va définir la configuration de notre workspace. À quoi ça ressemble? Donc, c'est un fichier JSON. On a la version, donc c'est la version du fichier, ce n'est pas important pour vous. Il y a une clé New Project Root. Quand on va générer un nouveau projet dans notre workspace, par défaut, il va le générer dans le dossier project, du coup. Après, pour configurer nos projets, parce qu'on peut avoir plusieurs projets dans un workspace, il y a une clé projet. Et ici, en fait, c'est juste un hasard que New Project Root soit égal à Project et que la clé c'est Project. En fait, vous pouvez appeler, New Project Root peut être égal à tout ce que vous voulez en fait. Donc Project ici, on va définir la config de nos projets.
Donc, par exemple, j'ai une première application qui s'appelle, parce que je suis super inspiré, First App. Il y a aussi une autre application, First App End-to-End, qui va contenir les fichiers de test end-to-end de notre appli. Et ainsi de suite, on va avoir plusieurs applis, etc. Après, il y a une clé Default Project. Donc ça, quand on va utiliser le CLI Angular pour lancer des commandes, ben, si vous ne lui donnez pas le projet, il va utiliser cette valeur par défaut. Donc par exemple, là, toutes les commandes vont, vont aller sur First App. Donc là, on a vu l'ensemble des projets qu'on a dans notre workspace. Ici, c'est la config d'un projet particulier. À quoi ça ressemble? Par exemple, First App, j'ai root, donc ça, c'est la racine de mon projet. Source root, c'est les fichiers sources de mon projet, donc le dossier SRC. Project type, application, parce que comme je vous ai expliqué, on peut avoir plusieurs types d'applications, enfin de projets. Et après, le préfixe application, quand on va générer un composant, ben, il va commencer par app. Et après, on a deux autres propriétés, les schematics et les architectes. Donc ça, on va revenir dessus. Donc apparemment, il y a une démo. Alors, il y a une démo. J'ouvre iTerm. Ici, je vais générer un nouveau workspace. Comment on fait? Je fais ng-new. Je génère un workspace qui s'appelle workspace demo. Et là, je dis skip install --default parce que bon, je ne vais pas l'utiliser. Mais je lance ça. Et vous voyez, je vous ai menti parce que je vous ai dit qu'un workspace c'était juste 7 fichiers. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Alors, pourquoi? Là, j'ouvre Visual Studio Code. Donc ici, vous voyez, il y a un dossier SRC, donc qui va contenir notre application. Et on a aussi un dossier end-to-end qui va contenir les fichiers de test end-to-end de notre application. Donc, quand vous générez une application Angular, c'est ça que vous avez. Mais moi, personnellement, je suis souvent en mode monorepo, donc j'ai plusieurs applis et plusieurs libs. Donc, ce n'est pas comme ça que je génère une application en Angular. Comment je fais? Premièrement, je ferme Visual Studio Code, parce que je n'utilise pas. Je fais ng-new et je génère un workspace comme ça. Donc, peut-être que là, c'est trop gros. Donc, je génère mon workspace en disant ng-new make it awesome workspace --create application false. En fait, ça, ce que ça dit, il dit au Angular CLI, ne me génère pas de projet. Génère-moi juste un workspace. Donc là, je vais faire ça. En fait, le --default, c'est juste que si je ne le mets pas, le CLI, il va me poser des questions. Est-ce que vous voulez du routing? Bon, le --default, il dit, ben, utilise les valeurs par défaut. Donc là, il m'a généré les fichiers dont j'ai parlé en introduction. Donc maintenant, je vais l'ouvrir avec mon idée préférée, WebStorm. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que moi, je trouve que si on a une hiérarchie des applications, donc ma première appli qui est dans le dossier SRC, et qu'ensuite j'ai d'autres applications qui vont du coup tous... Attendez, donc là, suspense, parce que je vais faire quelque chose. Donc Jérôme, je t'avais dit de me rappeler qu'il fallait toujours mettre présentation mode. Merci du sucre. Donc là, je fais yarn install. Si tout se passe bien, il va sur Internet. Apparemment, c'est le cas. Donc en fait... Quand j'utilise le CLI, de base, il me génère le projet dans SRC. Et les autres projets, ils vont être dans le répertoire project. Je ne trouve pas ça très propre. Parce que du coup, le premier projet, on dirait que c'est le projet principal, alors qu'il n'y a pas de projet principal. Moi, j'ai envie que tous mes projets, en fait, soient dans le même dossier. Parce que quand je vais les builder, d'ailleurs, ils vont tous aller dans le dossier dist avec le nom du projet. Donc, je préfère les avoir dans le dossier project. Donc, je génère un workspace vide et je fais ng generate application, donc là, je vais l'appeler GDG App, par exemple. Juste avant que ça le... Voilà. Donc là, vous voyez mon fichier angular.json. Bon, tant pis, il a généré, en fait, les fichiers de config du projet ici. Vous pouvez le voir, GDG App, etc. Et il a créé le dossier projet. Donc, si j'ai d'autres projets, ils vont aller ici, dans ce dossier-là. Je trouve ça beaucoup plus propre. Alors, PowerPoint, où est-ce qu'on le trouve? Peut-être là. OK. Donc moi, l'astuce que je vous donne, c'est si vous êtes sûr que vous avez une seule application, utilisez la commande classique ng-new, le nom de votre workspace. Et si vous voulez être en mode monorepo, c'est plus propre d'utiliser l'option create application false. Donc là, on a vu les workspaces. Et je vous ai dit, on peut générer plusieurs types de projets. Maintenant, depuis la version 6, on peut générer des librairies. Et en fait, cette fonctionnalité, les librairies, c'est la fonctionnalité la plus demandée par la communauté Angular. Donc il y a eu des débats sur GitHub, etc. Et tout le monde se plaignait. Avant, j'utilisais
NG Packager, un truc comme ça, et j'ai galéré pendant super longtemps. J'ai failli même me faire virer. Donc, merci Angular CLI, on a le support des librairies qu'on peut utiliser. Comment on fait? Je génère une librairie en faisant ng generate librairie, le nom de ma lib. Et ce fichier, enfin, cette commande, ça va générer tous les fichiers de ma lib, et ensuite, il va mettre à jour le fichier tsconfig.json, qui est à la racine de mon workspace. Donc ça, on appelle ça path mapping. Je vais vous expliquer plus tard enfin, à quoi ça ressemble. Ensuite, je build ma lib. Je fais ngbuild, le nom de ma lib. Donc avant, on faisait juste ngbuild. Maintenant, on fait ngbuild, le nom du projet. Donc là, le nom de ma lib. Il va builder ma lib dans le dossier dist library name. Enfin, le nom de ma lib, quoi. Ça, si vous ne le faites pas, ben, vous allez avoir des erreurs de compilation parce que par défaut, le CLI, il ne sait pas en fait que cette lib existe. Du coup, il faut builder votre lib. Après, je l'importe comme si c'était un package NPM. Et là, vous pouvez voir, en fait, ce n'est pas un import relatif. J'importe ça comme j'importerais Angular. Comment ça fonctionne? C'est là où entre en jeu le path mapping. En fait, ça, c'est du TypeScript. TypeScript, quand vous faites ce import, il va regarder tout d'abord dans le fichier tsconfig.json, il va regarder s'il y a des alias qui sont configurés. Et sinon, il regarde dans les notes modules. Et le Angular CLI, quand j'ai généré ma lib, il a mis à jour le fichier tsconfig. C'est pour ça que en fait, je suis capable de faire les imports directement comme si c'était une vraie lib. Après, vous avez développé votre lib, vous avez fait des itérations, vous avez envie d'échanger ça avec d'autres lignes de produits parce que vous êtes gentil. Vous faites ngbuild encore, vous vous placez sur le répertoire dist avec le nom de votre lib, npm add user pour se connecter sur les registres npm, et vous publiez votre lib. Là, j'ai mis -- access public parce que sinon, il vous demande de payer parce que vous ne pouvez pas publier des packages en privé gratuitement. OK. Donc là, les libres, comment ça fonctionne? Je retourne dans mon IDE. Ici, je vais générer une lib. Donc, je fais ng generate librairie et ma librairie, je l'appelle make it awesome. Donc, juste là, je vais fermer ça. Hop, je vais fermer ça. Donc, j'ai ça. Je génère une lib make it awesome. Et le CLI Angular, du coup, ben, il va me générer mes fichiers. Donc, par exemple, ici, théoriquement, je suis censé avoir ma lib. Donc, ici, dans le dossier SRC, vous allez voir un fichier qui s'appelle publicapi.ts. Et ça, comme son nom l'indique, ça va définir l'API publique de votre lib, c'est-à-dire ce que vous fournissez à vos clients. Donc, quand ils vont importer votre lib, ils auront accès ici à un service, un module. Voilà. Donc, ça, c'est le public API de votre lib. OK. Donc là, le fichier Angular a été mis à jour avec la config que vous avez vue dans les slides. Le path mapping. Donc, le path mapping, c'est juste là. TypeScript dit, si vous importez quelque chose depuis Make It Awesome, en fait, sache que c'est dans le dossier dist Make It Awesome, du coup. Donc, moi, je vais utiliser ma lib. Donc, je vais ouvrir le fichier app-module, app-module. Donc, comme c'est un module Angular, je vais l'importer ici. Donc, je vais faire Make It Awesome module. Et là, mon IDE, il n'a rien compris. Il m'a fait des imports super dégueulasses. Je vais juste... Ah, OK. Je vais juste faire ça. Et moi, je lui dis, je veux importer depuis Make It Awesome. Et là, j'ai une erreur. Jérôme, pourquoi j'ai une erreur? D'accord. J'ai pas buildé, merci. Donc, je build ma lib en faisant ngbuild Make It Awesome parce que sinon, TypeScript, il ne trouve pas les fichiers. Donc, si tout se passe bien, il va pouvoir builder ma lib. Et pour info, en fait, dans mes... Bon, je vais utiliser la lib d'abord, après je vous montre. Donc là, je vire tout ce que m'a généré l'Angular CLI et je dis juste, mets-moi en place le component Make It Awesome. Et dans Make It Awesome, il y avait juste Make It Awesome Work. Une fois que j'ai fait ça, je peux lancer mon application en faisant ngserve. Et là, je ne passe pas de projet parce que le default project, c'est le premier projet que j'ai généré. Si tout se passe bien, criez pour moi. On est censé avoir un truc qui s'affiche. OK, là, voilà, j'ouvre ça. Alors, comment ça fonctionne? Localhost 4200. Vous voyez mon component, il s'affiche. OK. Alors, PowerPoint. Bon. Ah. Ah.
c'est pas grave. Présentation mode, PowerPoint, OK. Donc là, une astuce, parce que ça peut être lourd, en fait, d'avoir à chaque fois à builder sa lib. C'est assez simple, vous rajoutez l'option "-watch", comme ça, vous ne vous occupez plus de la lib. À chaque fois qu'il y a une modif sur la lib, ça va être buildé. Alors, on a vu les workspaces, on a vu les libs. Maintenant, je vais parler, bon, parce qu'on parle de Angular CLI, donc c'est des lignes de commande. Donc, on va avoir plein de lignes de commande. Les différents types de commandes en Angular CLI. Il y a 3 types de commandes. Il y a les commandes natives, les architectes commandes et les schematics commandes. Donc les commandes natives, en fait, c'est les commandes qui n'ont pas besoin d'outils. C'est des commandes assez simples. Je fais ng version pour me donner la version du CLI en local, ng config pour modifier la config du CLI, ng doc pour faire une recherche sur angular.io et ng help pour afficher l'aide. Donc ça, c'est pour ça qu'on les appelle les native commandes. Il y a d'autres commandes qu'on appelle les architectes commandes. Par exemple, c'est des commandes que vous utilisez tous les jours, ng serve, ng build, ng lint, ng test, end-to-end, extract, pour extraire les messages I18N pour l'internationalisation. Et ici, j'ai mis en gras une commande qui s'appelle ng-run, et ça, on va en reparler plus tard. Juste une question, qui connaît la commande ng-run? OK. Donc, après, il y a d'autres commandes, les schematics commandes. Donc, ces commandes-là, vous les connaissez déjà. ng-new, ng-generate, ng-add, par exemple, pour ajouter le support d'un framework, ng-update pour mettre à jour son appli. Voilà. Donc, les commandes architectes. La commande ng-run. En fait, si je vous disais que toutes les commandes qui sont sur cette liste grisée-là, on pouvait les remplacer par une seule commande. Est-ce que vous allez me croire? Oui. Oui? Ben, c'est possible. Merci beaucoup. Non, pas encore. Ah, pas mal. OK. Alors, comment ça fonctionne? Vous lancez la commande ng-run, le nom du projet, un target et un nom de config. Donc le projet, c'est par exemple Make It Awesome, si c'est une lib. Le target, en fait, vous le connaissez déjà, c'est serve, build, etc. Tout les schematics, mais vous pouvez l'utiliser hors du contexte Angular. D'ailleurs, Nest, donc c'est un framework Node.js, ils l'utilisent en interne. Ils ont le Nest CLI et ça utilise exactement le même mécanisme. Donc, peut-être que, ça dépend de votre métier. Soit vous êtes développeur, vous développez une appli, donc vous n'avez pas besoin de savoir comment on fait. Mais moi, je fais beaucoup de support. Les développeurs, ils m'appellent, Amadou, mon appli ne compile pas, et je dois aller en prod vendredi 17h. Bon, ça ne me plaît pas, du coup, je dis, OK, je vais te développer une schematics. Et en fait, comment on fait? Ah, excusez-moi. Avant de vous dire comment on fait, pourquoi? Nous, notre starter kit Angular, il peut être remplacé par une seule commande grâce aux schematics. Ben, vous pouvez bâtir de meilleures applications. Par exemple, vous générez une appli Angular, ben, vous n'avez pas grand-chose. Ben, si vous voulez rajouter Prettier, normalement IBP, ils vont en parler, j'espère. Ben, vous pouvez, on ne sait pas. OK. Ben, vous pouvez utiliser les schematics pour le faire. Ben, par exemple, si vous voulez utiliser, mettre en place des patterns, ben, vous créez des schematics pour qu'ils fassent ce qu'il vous faut. Ensuite, le mode startup, ça c'est magnifique. Ben, si vous êtes en mode startup où vous devez développer une application Angular tous les jours, ben, vous allez lire la doc N fois et après, voilà, vous faites plein de modifs. Avec une seule ligne de commande, vous avez le template de votre application qui est déjà en place et ça vous permet de gagner beaucoup de temps, surtout beaucoup d'argent, parce que le temps, c'est de l'argent. Et moi, je partage la philosophie de Google. Tout ce qui peut être automatisé, il faut l'automatiser. Donc, j'utilise les schematics, même pour des projets personnels, parce que je n'ai pas envie de faire le même boulot 10 millions de fois. Comment on fait? Comme je vous ai dit, ce n'est pas lié au CLI. Donc, j'installe un outil qui s'appelle Schematics CLI, qui va me donner un binaire. En fait, je peux utiliser ça. Le laser. Super. Donc, j'utilise un binaire qui s'appelle Schematics. Je lui dis généralement un schématique qui s'appelle blank et le nom, de type blank. Donc, ça, c'est le blueprint, c'est le template. Et je veux un nom, le nom simple. Ben, il y a deux types de schématiques que je peux générer avec l'outil schématique. Je peux générer un schématique en utilisant le blueprint schématique qui va me permettre de créer des schématiques. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que c'est fait. Et bon, c'est pas super important. Donc là, par exemple, je génère un nouveau projet schématique. Donc, j'utilise schematics blank, le nom du projet. Le nom du projet, je dis c'est first. Il va me générer plein de fichiers.
voilà, README, Gitignore, etc. En fait, tous les fichiers qu'ils génèrent, vous les connaissez déjà si vous faites du développement web ou du développement Node.js. C'est du TypeScript, des fichiers enfin, tsconfig, etc. Après, il y a le fameux package.json. Et la nouveauté, c'est que ce package.json, il référence un autre fichier qui s'appelle collection.json. Et ça, c'est ça qui va définir une collection de schématiques. Voilà, parce que les schématiques, ils sont fournis en collection, en fait. Donc, dans le fichier package.json, il y a une propriété schématique qui pointe vers le fameux fichier collection.json. Donc, à l'intérieur du fichier, on a un schéma. Donc, ça, c'est juste pour l'IDE, pour avoir de l'autocomplétion. Ce n'est pas important. Mais je vais pouvoir avoir de l'autocomplétion dans mon IDE préféré parce qu'il va savoir quelle structure doit avoir ces fichiers. Donc là, j'ai un dictionnaire schématique qui va définir du coup mon ensemble de schématiques. Par exemple, Angular, ils ont leur propre collection de schématiques. Vous ne le voyez pas parce que c'est la collection qui est utilisée par le CLI par défaut. Mais c'est une collection qui contient le schématique qui génère le component, le module, le workspace, etc. Donc là, moi, je peux créer un premier schématique qui s'appelle first. Je peux créer un second schématique qui s'appelle second. Et ici, vous voyez, il y a un fichier schéma. Donc ça, c'est un fichier JSON, donc qui utilise ce qu'on appelle le JSON de schéma. Et ça permet de valider les options en ligne de commande. Par exemple, quand vous faites un NGNI où vous ne lui passez rien, il va vous dire hey, « excuse-moi, il me manque le nom du workspace ». Mais tout ça est défini dans un fichier schéma.json. Après, il y a une propriété factory. Ici, ça pointe vers un dossier, mais en fait, ça pointe vers un fichier. Parce que par défaut, ça correspond au index.ts que j'aurai dans le dossier second. Donc, dans ce dossier, il y a ce qu'on appelle une rule factory. Donc, une rule factory, c'est le point d'entrée d'un schématique. Donc, ça prend les options qu'on lui passe en ligne de commande et ça crée ce qu'on appelle une rule. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une fonction. Bon, là, je l'ai appelée tap parce que ça ne fait rien, cette fonction. Ça retourne une rule. Et la rule, en fait, c'est juste ce qu'il y a à l'intérieur, là, qui est... voilà. Donc, c'est une fonction qui prend en entrée un tri. Vous pouvez ignorer le contexte. Et ça retourne un tri. Et le tri, dans sa définition la plus simple, c'est juste un file system. Par exemple, votre projet Angular, vous dites que c'est un tri. Mais c'est bien plus que ça, un tri. Donc, une rule, comme on vient de le voir, ça prend en entrée un tri et ça retourne un autre tri modifié. Et après, ça applique des actions à ce tri. Par exemple, je ne sais pas, il va modifier le package.json pour rajouter des scripts. Tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple où le fichier tsconfig a été modifié par le CLI. Ça, c'est fait dans une rule, en fait. Mais un tri, c'est plus qu'un file system. C'est quoi la différence avec un file system? C'est que tous les changements, toutes les actions que je vais effectuer n'auront aucun impact sur le file system tant que tout ne se passe pas bien. C'est-à-dire que c'est comme une transaction en base de données. S'il y a un problème, en fait, il y a un rollback automatique. Donc ça évite que vous lancez plein de règles. À un moment donné, il y a une erreur et hop, vous devez tout défaire. D'ailleurs, c'est ça qui permet d'avoir le dry run. Quand vous faites ng générer de quelque chose, vous faites dry run, qui vous dit ce que ça aurait fait si vous n'aviez pas mis l'option dry run. Mais c'est grâce au mécanisme, voilà, on appelle ça un staging area. Voilà. Et dans un tri, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des actions, par exemple, créer un fichier, hello, bonjour G Toulouse. Donc il y a une erreur, normalement c'est bonsoir G Toulouse, mais bon, c'est pas grave. On peut lire des fichiers, on peut les renommer, les supprimer, on peut faire beaucoup plus de choses que ça. Une fois qu'on a fait ça, on utilise notre schématique. Moi, ma collection, ça s'appelle Ahassal Schematics. Et avant ça, qu'est-ce qui manque? Je n'ai pas buildé mon projet, donc normalement, ça ne fonctionne pas. Bon, sachez qu'il faut builder, parce que c'est un package, il faut le builder pour que vous puissiez l'utiliser. Et là, je dis, ma collection, elle est là, et je veux exécuter au sein de cette collection le schématique qui s'appelle first, et je lui passe un paramètre, un nom, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quand on l'utilise dans le contexte du CLI Angular, mais comme je vous ai dit, c'est un outil générique. Je peux l'utiliser avec le package Schematics ou Nest, peu importe. Tout ce qui accepte des Schematics, vous pouvez utiliser ça pour faire ce que vous voulez. La beauté des schématiques pour moi, c'est qu'on peut chaîner des règles. Parce que là, j'ai une règle qui fait des modifications.
mais on peut chaîner des règles. Bon, ce code-là, à peu près, c'est plus ou moins ce qu'il y a dans le NGNew, en fait. Parce que le NGNew, ce que ça lance le schématique workspace, qui vous crée le workspace, ce que j'ai fait à la main avec create application false. Et ensuite, il crée une application dans ce workspace. En fait, c'est exactement ça. Voilà. Du coup, moi, tout à l'heure, je l'ai fait à la main, parce que je ne voulais pas qu'il génère l'application pour moi. Et du coup, par exemple, si le schematic application a failé, ben, voilà, vu que c'est un staging area, les modifications, ben, vous n'avez pas à vous en occuper. Après, il y a aussi un mécanisme de template. Par exemple, quand vous faites un NGNew, vous allez avoir un fichier package.json et vous allez avoir une propriété name avec le nom de votre projet que vous lui avez passé. En fait, comment c'est fait? Ben, ils ont défini un fichier template et ici, ils utilisent une variable name, ils appellent des méthodes pour rajouter les dash là, dasherize. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Par exemple, ici, les dépendances, ben, ils passent la variable latest version Angular et quand on génère un projet Angular, ben, il va utiliser les versions qui lui ont été passées en option. Voilà. C'est comme du JSP, du je sais pas quoi. C'est un système de templating. Donc, les use cases. Je vois que IBP et la caisse d'épargne, bon, c'est comme nous et KLM, on s'aime bien. Du coup, quand on génère une application, ben, soit vous générez l'application pour KLM ou pour Air France, parfois même pour Air France KLM parce que ce n'est pas la même chose. Mais du coup, nous, on peut faire ng generate application, on lui passe le thème parce qu'on utilise Angular Material et on lui dit, ben, nous, on veut générer une application pour KLM, donc il va mettre les bons styles. Ben, nous, on dit aux gens, utilisez le pattern container component. En fait, ce pattern, c'est, on découpe notre application, on a des containers, tous les deux, c'est des components. Les containers, c'est des components qui s'occupent de récupérer des données et qui passent les données aux components qui va les afficher, donc presentational component. Ben, pour le faire, vous générez deux composants, vous déplacez les fichiers, etc. Ben, vous pouvez faire ng generate. Vous auriez déjà créé un schématique qui s'appelle container component et vous l'utilisez, il va vous générer les fichiers comme vous le voulez et vous gagnez du temps. Après, pour faire l'intégration continue, ben, par exemple, quand vous générez un projet Angular, vous n'avez pas Chrome Headless, vous allez utiliser peut-être PhantomJS, peu importe. Mais tout ça, il faut le faire à la main, en fait. Vous allez voir la doc, il vous explique comment on fait. Vous allez vouloir ajouter Prettier, par exemple, parce que vos collègues, si vous ne rajoutez pas Prettier, ils vont vous committer des doubles cotes alors que vous voulez des single cotes. Du coup, vous faites ng-add au début du projet et il y a tout qui est mis en place et vous n'avez plus à vous en soucier. Et après, ça c'est ça que je dis, personne n'a envie de lire de la doc, enfin au moins personne n'a envie de lire la doc deux fois. Mais du coup, une fois que vous savez comment on fait, vous utilisez NGNew, j'utilise la collection Air France Schematics, je génère mon appli et il va générer un workspace des applications à la sauce Air France avec tout ce qu'on a voulu utiliser, quoi. Alors, il me reste un peu de temps. D'autres fonctionnalités, bon, qui sont pas... Bon, ça peut aider, quoi, mais ça n'a pas révolutionné notre vie. C'est les budgets. On est dans un contexte social un peu compliqué, il faut faire des économies. Vous, les développeurs Angular, vous pouvez faire des économies en fournissant des fichiers plus légers, quoi. Donc, vous pouvez spécifier une option dans le CLI pour que ça génère un message d'erreur quand vous dépassez une taille que vous aurez définie dans un fichier. Bon, c'est pas mal comme ça. À un moment donné, vous incluez une lib qui génère un gros package. Ben, vous le savez, au niveau de votre CI, il vous dit « Excuse-moi, ça c'est inacceptable ». Et là, l'autre nouveauté, c'est le differential serving. Qui utilise Internet Explorer ici? Personne. Soyez honnêtes, les gars. Voilà. Donc souvent, bon, nous, c'est super difficile. Donc quand on développe une application Angular qui va être utilisée dans un navigateur vieux, ou pourri, je ne vois pas la différence, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez utiliser des polyfills. Et les polyfills, ça permet juste de rajouter les fonctionnalités manquantes.
en fait, à IE par exemple. Et du coup, avant, ce qu'on faisait, on rajoutait les polyfills, enfin, c'était un bundle, et tous les utilisateurs le récupéraient. Ceux qui avaient des navigateurs modernes comme Firefox ou Chrome, ben, ils payaient ben, voilà, pour ceux qui veulent utiliser Internet Explorer. Je leur en veux. Voilà. Donc, on a vu les workspaces. Donc, on peut avoir plusieurs applications, plusieurs projets au sein du même workspace. Quand il y a une nouvelle mise à jour de Angular, vous ne le faites pas 10 millions de fois, vous le faites au sein de votre workspace, vous gagnez du temps. Vous pouvez partager du code avec vos collègues parce que vous les aimez bien, vous fournissez des libres, super. Les architectes, ben, bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Les architectes, ben, par exemple, je ne sais pas, vous voulez générer des web components depuis les composants Angular, mais il y a un peu de config, vous pouvez voilà, créer n'importe quelle commande, tout ce que vous voulez faire, même envoyer un mail au manager, vous pouvez le faire maintenant avec les architectes. Vous pouvez même builder du back-end avec le CLI Angular. Il suffit juste d'implémenter un architecte qui va lancer Maven en fait. Bon, il ne fait pas grand-chose, mais voilà. Après, il y a les schematics. Bon, vous avez vu, ça permet de générer une nouvelle application à votre sauce. Vous gagnez du temps. Et je pense que c'est plus ou moins tout. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Bon, je parle souvent de Angular. De temps en temps, je fais quelques blagues. Voilà. Donc, vous pouvez me suivre sur Twitter, soit pour Angular, soit pour les blagues, il n'y a pas de souci. Sinon, j'ai mon site où je blogue aussi sur Angular, etc.